Est-ce que vous vous rappelez lorsque DeMar DeRozan était le franchise player des Toronto Raptors et que tout le monde le voyait comme un mec incapable de gagner après ses échecs successifs contre les Cavs de LeBron James? À cette époque pourtant, DeMar progressait chaque année et se transformait en un joueur très solide de la conférence Est. En 2014, il participe à son premier All-Star Game en tant que remplaçant. En 2014, 2015, 2016 et 2018, les Raptors de DeRozan battent le record de franchise du nombre de victoires. Et en 2017, il est sélectionné en tant que titulaire du All-Star Game et boucle sa meilleure saison en carrière au scoring avec 27,3 points par match. L'année suivante, en 2018, il fait évoluer son jeu pour permettre aux Raptors d'enfin passer l'obstacle LeBron James en play-off, en devenant notamment un bien meilleur créateur pour ses coéquipiers. Il guide même les Raptors vers leur meilleure saison régulière en battant encore une fois le nombre de victoires et en terminant premier de la conférence Est pour la première fois de leur histoire. DeRozan est en plein dans son prime, mais encore une fois, ils vont se faire violemment sweeper par le FC LeBron et les Raptors vont décider de frapper un grand coup en tradant leur franchise player à San Antonio contre Kawhi Leonard. Le trade fut très dur à avaler pour DeRozan et ça a pas dû être facile pour lui de voir les Raptors gagner le titre l'année suivante sans lui. À San Antonio, on a vu un bon joueur, mais les résultats sportifs n'ont pas vraiment suivi. Et sans dire qu'il était mauvais aux Spurs, parce que c'est pas vraiment le cas, il donnait quand même l'impression que, bien que restant un bon joueur, son prime était désormais derrière lui et qu'il ne pourrait plus être le leader d'une top team de la ligue. Et c'est pour ça que lorsqu'il arrive à Chicago cet été, on se dit que c'est peut-être un ajout intéressant pour épauler Lavine, mais on se pose quand même pas mal de questions sur l'impact qu'il peut avoir et si c'était vraiment le bon move à faire pour les Bulls, surtout au vu du prix de son contrat. Eh bien on assiste à un fait très rare en NBA puisque DeRozan semble avoir trouvé un second prime dans lequel il est encore meilleur que pendant le premier, et alors qu'il n'avait pas été sélectionné au All-Star Game depuis 2018, il a été sélectionné sans aucun débat parmi les titulaires du All-Star Game de cette année, et c'est quand même assez fou de voir un joueur de cet âge avoir un tel rebond après être sorti de son prime. C'est donc ce qu'on va analyser dans cette vidéo aujourd'hui. On va s'intéresser à sa façon de jouer, la manière dont il score et la manière dont il arrive à faire la meilleure saison de sa carrière au sein de cette équipe des Bulls. Donc asseyez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et c'est parti. Commençons par regarder un peu les stats de DeMar DeRozan cette année en les comparant avec ses stats en carrière. Il compile cette saison 28,1 points, 5,2 rebonds et 5,1 passes par match. C'est sa meilleure moyenne de points en carrière et 7 points de plus que ses moyennes lors des 3 dernières saisons à San Antonio. Il enregistre son deuxième meilleur pourcentage au shoot en carrière ainsi que sa deuxième meilleure moyenne au lancer. C'est surtout sa meilleure saison au niveau de son adresse à 3 points avec 34,3%, ce qui est toujours en dessous de la moyenne de la ligue mais c'est déjà bien mieux que ses 28,5% en carrière. Une stat qui est aussi intéressante cette année, c'est l'impact qu'il a sur son équipe qui montre à quel point il est devenu un meilleur leader qu'auparavant. Il a un box plus-minus de plus 5,2 qui est le deuxième meilleur total de sa carrière, mais il a surtout un excellent plus 10,5 de différentiel positif entre quand il est sur le terrain et quand il est sur le banc. C'est très loin le meilleur de sa carrière vu que c'est uniquement la seconde fois qu'il en a un qui est positif. J'ai d'ailleurs été assez étonné en trouvant cette stat qui montre que finalement, pendant 11 de ses 13 années au sein de la ligue, son équipe avait généralement un meilleur box plus-minus lorsqu'il était sur le banc que quand il était sur le terrain. C'est fou quand même, non? Si on compare à LeBron par exemple, il n'y a que du vert et les chiffres sont très élevés. Après, c'est pas hyper juste de le comparer à LeBron, donc on va plutôt le comparer à son grand coéquipier de l'époque Toronto, Kyle Lowry. Et on voit qu'il avait un bien meilleur impact que DeRozan lors des années où ils ont joué ensemble. Et je sais que c'est juste une stat et que ça veut pas tout dire, mais je pense aussi que c'est le genre d'infos et de détails que les front office regardent quand ils décident de se séparer de leur franchise player. Bref, tout ça pour dire que DeMar a cette année, et pour la première fois de sa carrière, un réel impact positif sur son équipe. Il a vraiment trouvé sa place au sein de Chicago, il est en pleine confiance, il est un vrai leader, et surtout, il est au sommet de son art. DeRozan, c'est pas votre joueur typique de 2022. Ça fait maintenant 7-8 ans que la ligue se transforme, éliminant petit à petit le shoot à mi-distance pour le shoot à 3 points, plus rémunérateur, mais DeRozan, lui, il s'en fout. Le shoot à 3 points, c'est pas son truc. Lui, son truc, c'est le shoot à mi-distance, ça a toujours été le shoot à mi-distance, et ça restera toujours le shoot à mi-distance. D'ailleurs, DeMar est le joueur qui tente le plus de shoot à mi-distance de la ligue avec 9,4 tirs par match et il le fait avec une très forte efficacité de 50,2%. Et si on regarde sa shooting charts, on peut distinguer deux zones où il shoot le plus. On a bien sûr directement sous le panier vu que DeMar est également un joueur qui drive beaucoup vers le panier, mais surtout on a une énorme concentration de shoot sur toute la zone se trouvant autour de la ligne des lancers francs qui est vraiment son jardin et l'endroit où il cherche le plus à créer ses shoots.
Et il n'y a pas besoin de créer de grands systèmes compliqués pour que DeRozan puisse avoir un bon shoot. De simples pick and roll suffisent parce que c'est un excellent joueur de pick and roll. Il est d'ailleurs le 5e joueur de la ligue qui en joue le plus par match et le 2e en termes d'efficacité dans le top 15. Comme déjà évoqué dans d'autres vidéos, beaucoup d'équipes défendent le pick and roll avec une couverture basse, c'est-à-dire avec le défenseur positionné bas pour empêcher le drive et inviter un shoot à mi-distance. Donc pour un gars comme Demar, c'est top. Et ça lui permet d'assez facilement, comme vous pouvez le voir sur ces quelques actions, de prendre son bloc et de simplement pull-up depuis sa zone préférentielle de la ligne des lancers francs. DeRozan aime également beaucoup partir de l'autre côté de l'écran posé en utilisant un bon crossover qui met souvent son défenseur dans le vent. Sur cette action, on voit que le défenseur anticipe l'écran et se place correctement pour réussir à passer au-dessus. Du coup, il fait un cross pour rejeter l'écran, ce qui met son défenseur bien en retard. Poeltl est bien positionné pour aider sur le drive, mais DeRozan cherche son spot et pull-up à mi-distance. Ici, face à PJ Washington, il le crosse pour refuser l'écran, ce qui lui donne assez d'avance pour le mettre dans son dos avant de revenir vers la ligne des lancers qu'il affectionne tant pour déclencher son shoot. Demar est également très fort pour driver jusqu'au panier, comme on l'a vu dans la shooting chart. Pour ça aussi, il part souvent du pick and roll et utilise sa menace de shoot à mi-distance pour attaquer les big men. Ici, on voit que Cat n'est pas en couverture basse, mais est prêt à edge ou à switcher, ce qui est pas forcément la meilleure défense sur DeRozan, si loin du panier vu qu'il ne shoot pas vraiment à 3 points. Du coup, DeRozan va crosser Vanderbilt et Cat n'est plus du tout en position pour empêcher le drive, ce qui permet à DeRozan de filer vers le panier et de finir au dunk. Ici, après le bloc, il se retrouve face à McGee, qui pour le coup est très bien positionné pour le dissuader de shooter à mi-distance. Du coup, DeRozan lui drive dessus, mais McGee tient bien sa position, ce qui l'oblige à faire un flotteur pour éviter le contre. DeRozan, il a depuis quelques années pas mal développé son jeu de passe afin d'utiliser sa gravité pour servir ses coéquipiers. Il est d'ailleurs le meilleur passeur de son équipe à égalité avec son meneur Lonzo Ball. Ici encore une fois sur pick and roll, D'Angelo est en position haute, du coup DeRozan rejette l'écran pour avoir une ligne de drive vers le panier. Deux joueurs de Minnesota convergent dans la raquette pour éviter le panier facile, et DeRozan sert Vucevic seul dans le corner. Cette fois-ci sur ce pick and roll, Cat est en position d'aide pour empêcher le drive et il reste un tout petit peu trop longtemps, ce qui permet à DeRozan de le fixer avant de servir Vucevic pour un autre panier à 3 points. Et il est aussi capable de prendre de bonnes décisions lorsqu'il est pris à 2. Ici contre les Kings, il est trappé sur le pick and roll et arrive avec ses longs bras à faire une bonne passe à Vucevic sur le roll. Vuce est au milieu de 3 défenseurs, mais bon, comme c'est les Kings, il finit avec un lay-up facile. Et toutes ces choses dont on vient de parler sur pick and roll, c'est-à-dire le shoot à mi-distance, le drive et les passes, DeRozan est aussi capable de les faire en isolation, où il est le 12e de la ligue en termes de nombre d'ISO par match, mais où il est le premier en termes de pourcentage de shoot ou de points générés par possession. Il cherche exactement les mêmes spots, souvent en se créant de l'espace avec une série de dribbles entre les jambes et de crossover avant de pull-up sur la tête de son défenseur. DeRozan est également plutôt grand et costaud, et avec son adresse à mi-distance et son footwork, il affectionne également bien évidemment le post-up. Son go-to move au poste, c'est de faire un turnaround fadeaway à la Michael Jordan ou Kobe Bryant vers la ligne de fond. On peut le voir ici le faire sur Jay Crowder malgré une bonne défense, ou encore ici sur Harrison Barnes. Je voulais aussi vous montrer une petite action que font les Bulls pour servir DeRozan et lui permettre de vraiment créer toutes sortes de choses intéressantes pour l'équipe. Il s'agit d'un simple pin down depuis le corner. Ici, après le pin down, il reçoit la balle en coin de raquette et shoot directement vu que c'est son spot, et ce, malgré le très bon contest de Crowder. Ensuite, sur cette action, Crowder est plus retenu dans le pin down et DeRozan attaque le panier. Il fait un Eurostep devant Eaton et score avec la faute. Toujours sur ce même pin down, ici les Kings switch, ce qui est une très bonne solution pour casser l'action. DeRozan reçoit quand même la balle et l'action se poursuit avec un pick and roll que DeRozan rejette, comme souvent quand le pivot adverse est un peu haut comme on l'a déjà vu. Ça déclenche l'aide venant du corner et DeRozan fait la bonne passe à son coéquipier complètement ouvert. Pendant des années, DeRozan a eu la réputation d'un choker dans les moments chauds, un mec pas capable de faire gagner son équipe dans les derniers instants d'un match. Mais cette année, il est en train de faire changer cette narrative. Alors, bien évidemment, c'est surtout en playoff qu'on va l'attendre pour valider ce point-là, mais c'est déjà une très bonne chose pour sa confiance de réussir à être clutch pendant cette saison régulière. Parce que clutch, il l'est énormément en ce moment. Il est même le 4e joueur qui score le plus dans le clutch, et encore une fois, si on regarde le pourcentage au shoot, là, il est le 3e plus propre dans les 14 premiers. On se rappelle bien évidemment de ces 2 buzzer beaters incroyables, 2 matchs de suite en back-to-back. Le premier, c'était contre les Pacers où Demar nous envoie un 3 points sur une jambe avec un défenseur dans le museau et ça fait ficelle. Et le lendemain soir, du coup, contre les Wizards, il reçoit la balle dans l'aile et s'enferme dans le corner.
Les Wizards font une très bonne prise à 2, mais DeRozan envoie un shoot complètement improbable en évitant le contre des deux défenseurs pour gagner le match. Et pour terminer, il faut bien évidemment qu'on parle de ses performances incroyables de ces dernières semaines où il a littéralement flirté avec les sommets. Au moment où je fais cette vidéo, il vient de battre un record de scoring et d'efficacité en devenant le seul joueur de l'histoire à avoir réalisé 7 matchs d'affilée à plus de 35 points et 50% de réussite au shoot. Le précédent record datait de 1963 et était détenu par l'homme de tous les records, Wilt Chamberlain. Je vous laisse admirer la violence de ses scores des 7 derniers matchs sur lesquels il affiche des moyennes dignes des plus grands de 38,6 points à 60,7%, 5,7 rebonds et 5,6 passes. Une chose est sûre, c'est qu'entre sa bonne saison, son leadership, cette série de matchs incroyables, sa clutchitude et le classement des Bulls cette saison, DeMar commence à avoir un petit dossier assez sympa pour le titre de MVP. Il y a d'autres monstres que je continue à mettre devant lui pour le moment, mais son nom mérite clairement d'entrer dans la conversation. Et vous alors, qu'est-ce que vous pensez de la saison de DeRozan et jusqu'où vous pensez qu'il peut emmener les Bulls? Et est-ce que vous pensez que son gros niveau actuel peut se maintenir en play-off? Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure façon pour me soutenir et pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, les chauffeurs de banc, je vous dis à la prochaine. Ciao.